Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème. Bonjour Camille, comment vas-tu depuis notre dernière rencontre ? Bonjour Laura. Eh bien écoute, pour ma part ça va très bien, la santé ça va, alors toujours en période de confinement donc c'est assez particulier, hein. La plupart d'entre nous je pense font du télétravail, donc pour ma part c'est également le cas les 3/4 du temps. Je reviens dans les studios pour des émissions comme celle-ci qui sont très particulières et que je prends vraiment beaucoup de plaisir à animer avec toi Laura, et voilà, j'avais envie de passer un petit mot pour dire... soyez courageux toutes et tous, vous qui êtes aussi bloqués chez vous. Et puis voilà, j'ai une pensée également pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, qui sont peut-être endeuillés. Voilà, soyez encouragés par cette émission poétique. On vous souhaite à tous vraiment le meilleur. Nous avons tous hâte de pouvoir reprendre une vie sociale avec nos proches et cela approche. C'est à grands pas puisque ce sera le 11 mai. Alors Mon Poème, c'est votre émission dédiée à la poésie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Notre émission d'aujourd'hui est sur le thème de l'arbre. D'ailleurs, nous aurons l'honneur d'avoir une personne extraordinaire pour notre partie interview. Alors l'arbre fait partie de notre vie. Il est présent dans nos jardins, nos parcs, nos champs, nos forêts. Il arbore le bord de nos routes, de nos trottoirs. Il apporte de par sa symbolique et sa beauté de la poésie dans nos vies. L'arbre se régénère sans cesse. Les saisons passent, les arbres se déshabillent et se rhabillent avec la renaissance du printemps. L'arbre est ancré, lié à la terre dans sa profondeur. Il a créé des liens forts avec elle. Il est issu de la terre. Elle est comme sa mère. Il a débuté sa création en elle. Et il s'élève vers le ciel grâce au soleil. Camille, que symbolise pour toi l'arbre dans ta vie ? Alors plusieurs choses. Là en ce moment je suis un petit peu en train de refaire mon arbre généalogique, savoir quels étaient mes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment très intéressant, passionnant, voilà, de découvrir un peu son histoire au final. Donc j'ai envie de dire que l'arbre me permet de découvrir mon histoire si on parle de généalogie. L'arbre, comme tu le disais, c'est la vie. C'est un processus voilà, qui part d'une petite pousse, d'une petite graine et qui peut devenir quelque chose de majestueux. Je pense notamment aux graines de moutarde ou grains de sénévé qui sont des graines qui sont extrêmement petites et qui, une fois qu'elles ont poussé, forment un arbre majestueux. Et moi, je trouve ça impressionnant. C'est un petit peu comme qui dirait le miracle de la vie. C'est comme pour les êtres humains, on parle souvent de cette expression-là, c'est comme un miracle, la formation d'un être vivant. Et bien ici, pour moi, les arbres, c'est également des miracles à eux tout seuls. Et puis dire que l'arbre, eh bien, c'est aussi un endroit qui abrite la vie, parce que c'est vrai que dessus, eh bien, il y a des oiseaux, il y a des animaux qui viennent faire leur nid, qui viennent se reposer sur ses branches, etc. Donc c'est aussi un lieu de vie à lui tout seul. Alors c'est Brigitte Boudon, enseignante en philosophie, fondatrice des Jeudis Philo à Marseille et auteure d'un ouvrage intitulé Le symbolisme de l'arbre, qui a fait un travail remarquable sur l'arbre. Elle fait une présentation de l'arbre sous plusieurs angles. Elle présente l'arbre, image du cosmos, l'arbre de vie, de la fécondité inépuisable, source de l'immortalité. L'arbre centre du monde et support de l'univers, l'arbre de la connaissance, l'arbre du temps, l'arbre généalogique, l'arbre lieu de théophanie et d'éveil, l'arbre des origines ou arbre renversé. Il est vrai que l'arbre nous survit dans le temps. Et d'ailleurs, ce qui m'a particulièrement marqué dans son travail, c'est le fait qu'elle met en avant l'immortalité de l'arbre et la vie qu'il représente. C'est vrai que lorsque nous pensons à l'arbre au printemps ou en été, nous pensons à ses feuilles, ses fleurs, et nous pensons aussi aux petits animaux, aux insectes, aux oiseaux qui en font leur maison
ou qui viennent au pied de l'arbre. Alors, tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est en totale adéquation avec le poème que j'avais prévu de lire pour vous, justement, qui se nomme Arbre de vie. Tu sais, tu nous parlais de l'immortalité, de la vie. Moi, je vous propose ce poème que j'ai trouvé vraiment super et que je vais m'empresser de lire maintenant parce que je trouve que ça coïncide totalement avec tes paroles. C'est un poème de Phil le Baladin qui se nomme donc Arbre de vie. Arbre de vie, source d'harmonie, tes brins en calice puisent l'infini délice. Sur tes hautes branches, les bourgeons en essence chantent les couleurs dans leur cœur de fleurs. Ils offrent leur berceau pour que les fruits éclos se gorgent du paradis où nos âmes sont unies. Arbre de vie, tu nourris notre esprit, de ta sève éternelle le nectar essentiel. Nos veines de lumière s'écoulent en prière et scintillent dans le ciel en étoiles de soleil. Au rameau de ton cœur luisent les couleurs des vérités du temps, juste l'instant présent. Donc ce poème de Phil le Baladin, Arbre de vie, m'a pas mal interpellé et j'avais vraiment envie de vous le partager et voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée de le faire maintenant. Je crois également que tu voulais qu'on se ressource en musique justement pour ce début d'émission dans cet esprit de nature, si je puis dire. Alors je vous propose de faire un voyage poétique au cœur de la nature avec notre interlude musical. Vous avez écouté The Journey Before Dawn, le titre de Lajos Baetzel, artiste originaire d'Allemagne. Ce jeune compositeur de 23 ans à peine est très influencé par l'art-thérapie, le développement personnel, la spiritualité. The Journey Before Dawn décrit l'instant qui se déroule juste avant l'aube, lorsque la nature s'éveille. La musique commence par un son très doux, rappelant le bruit de l'eau qui s'écoule. Dès la première seconde, l'auditeur a l'impression d'être en plein cœur de la nature. C'est une musique qui est fortement inspirée de la musique celtique et notamment irlandaise. Alors je vous invite à suivre cet artiste exceptionnel, Lajos Baetzel. The Journey Before Dawn. Chers amis de la poésie, nous sommes heureux de recevoir vos appels
pour célébrer l'arbre. Et nous les attendons nombreux. Camille, avons-nous des appels ? Alors juste pour rappel que le numéro de téléphone c'est le 02 35 03 79 52. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un petit poème à partager avec nous. Eh bien oui, et bien sûr qu'on a des auditeurs qui nous appellent et là on a un auditeur que vous connaissez bien, je pense que vous reconnaîtrez sa voix. Bonjour. Salut Camille, salut Laura, salut à toutes et à tous, c'est Anthony. Ah voilà, vous avez bien reconnu la voix d'Anthony et ça fait plaisir de t'entendre parce que voilà, tu voulais passer un petit coucou et je crois que tu as même un poème pour nous. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors figure-toi Camille que j'étais en train de vous écouter et je suis en train de fignoler, de terminer la préparation de l'émission du 18-19 qui va avoir lieu juste après votre belle émission à toi et Laura. Et je me suis dit, puisque c'est l'émission de poèmes, je vais chercher sur Internet et je suis tombé sur un très beau poème qui s'intitule L'arbre. Donc c'est un poème de René Vivien. Donc je vous propose à toi, à Laura et aux auditeurs eh bien, de vous le lire. Ok. Alors c'est parti mesdames et messieurs. Dans l'azur de l'avril, dans le gris de l'automne, les arbres ont un charme inquiet et émouvant. Le peuplier se ploie et se tord sous le vent. Pareil au corps de femme où le désir frissonne, sa grâce a des langueurs de chair qui s'abandonnent, son feuillage murmure et frémit en rêvant, et s'incline amoureux des roses du levant. Le tremble porte au front une pâle couronne, vêtue de clairs de lune et de reflets d'argent. Ses fils le bouleau dont l'ivoire changeant projette des pâleurs aux ombres incertaines. Les tilleuls ont l'odeur des âpres cheveux bruns et des acacias aux verdures lointaines. Tombe divinement la neige des parfums. C'était donc un poème qui s'intitule Les arbres de Monsieur René Vivien. Eh bien écoute, merci, sympathique poème avec beaucoup d'images et d'ailleurs beaucoup d'arbres, certains que je ne connaissais pas, donc c'était très sympathique d'écouter ce petit poème avec toi Anthony. En tout cas merci. Merci à toi Camille, merci à toi Laura, et puis moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure de 18h à 19h les amis. Merci Anthony, donc comme vous venez de l'entendre, c'est notre premier auditeur qui donc a participé à cette émission et donc soyez nombreux et nombreuses, vous pouvez participer également. Je rappelle le numéro de téléphone 02 35 03 79 52. Qu'as-tu prévu pour nous pour continuer Laura ? Pour lancer la danse, je te propose de lire un extrait des paroles de Georges Brassens. Et oui, la chanson française, c'est de la poésie. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez très rapidement vous rappeler de cette chanson. J'ai plaqué mon chêne comme un saligot. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mat de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je vous ai lu un extrait des paroles de la chanson « Auprès de mon arbre » de Georges Brassens, qui est un grand poète, auteur, interprète et grand artiste français. Mesdames et messieurs, la parole est à vous. Avons-nous des appels ou des poèmes, Camille ? Alors, cette fois-ci, donc c'est pas un appel pour en parler, disons que c'est un bénévole de chez nous qui fait quelques poèmes de temps en temps et qui a décidé de faire un poème donc pour cette émission sur le thème de l'arbre. Je crois qu'il va nous parler d'un arbre et d'un jardinier. Je vous propose d'écouter le poème qu'il a enregistré pour nous, c'est donc Jean-Pierre, et je lui laisse la parole. De Jean-Pierre, Clarisse de Florian, le vieux arbre et le jardinier. Un jardinier dans son jardin avait un vieux arbre stérile. C'était un grand poirier qui jadis fut fertile. Mais il avait vieilli. Tel est notre destin. Le jardinier ingrat veut l'abattre un matin, le voilà qui prend sa cognée. Au premier coup, l'arbre lui dit « Respecte mon grand âge et souviens-toi du fruit que je t'ai donné chaque année.
La mort va me saisir, je n'ai plus qu'un instant. N'assassine pas un mourant qui fut ton bienfaiteur. Je te coupe avec peine, répond le jardinier, mais j'ai besoin de bois. Alors, gazouillant à la fois de rossignols une centaine, s'écrie « Épargne-le, nous n'avons plus que lui, lorsque ta femme vient s'asseoir sous son ombrage. Nous la réjouissons par nos doux ramages. Elle est seule souvent, nous charmons son ennui. » Le jardinier les chasse et rit de leur requête. Il frappe un second coup. D'abeille, un essaim sort aussitôt du tronc en lui disant « Arrête, écoute-nous, homme inhumain. Si tu nous laisses cet asile, chaque jour nous te donnerons un miel délicieux dont tu peux, à la ville, porter et vendre les rayons. »« Cela te touche-t-il ? J'en pleure de tendresse, répond l'avare jardinier. Et que ne dois-je pas à ce pauvre poirier qui m'a nourri dans sa jeunesse ? Ma femme, quelquefois, vient ouïr ces oiseaux. C'en est assez pour moi qu'ils chantent en repos. Et vous qui daignerez augmenter mon aisance, je veux pour vous de fleurs semer tout ce canton. Cela dit, il s'en va, sûr de sa récompense, et laisse vivre le vieux tronc. Comptez sur la reconnaissance, quand l'intérêt vous en répond. Donc je remercie Jean-Pierre Després d'avoir fait ce petit poème pour l'occasion. Donc l'arbre et le jardinier qui nous montre également que la nature est en relation avec l'être humain et donc qu'il faut également savoir en prendre soin. Je vais commencer à faire des rimes sans le vouloir. Et pour continuer, je propose de continuer tranquillement en musique avec une chanteuse qui fait souvent des chansons pour les enfants, mais celle-ci s'adapte également pour les adultes. Chanson pour un arbre de Dominique Dimet. On se retrouve bien entendu juste après. Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre dit le vent, dit le vent. Les hommes ont bien essayé maintes fois de le couper. Mais il a levé les bras en criant non, pas le droit, pas le droit. Je suis vivant comme vous, je ne peux vivre à genoux, à genoux. Racines aux pieds, les pieds dans la terre. Un arbre debout face à l'univers. Racines aux pieds, entre ciel et terre. Un arbre de vie attend et espère. Il respire et il murmure, il se couvre de verdure, de verdure. Il s'étire et il grandit, donne des fleurs et des fruits, et des fruits. Il est l'ombre en plein soleil, la fraîcheur dans le désert, le désert. Il a un collier d'écorce, nourri de sève et de force, et de force. Racines aux pieds, les pieds dans la terre. Un arbre debout face à l'univers. Racines aux pieds, entre ciel et terre. Un arbre de vie attend et espère. Racines aux pieds, les pieds dans la terre. Un arbre debout face à l'univers. Racines aux pieds, entre ciel et terre. Un arbre de vie attend et espère. Les enfants lui font la cour, font la ronde tout autour, tout autour. Les oiseaux cachent leur nid pour protéger leurs petits, leurs petits. La pluie sème quelques grains, les caresses du matin, du matin. Et la nuit bleue s'y repose avec la lune toute rose, toute rose. Racines aux pieds, les pieds dans la terre. Un arbre debout face à l'univers. Racines aux pieds, entre ciel et terre. Un arbre de vie attend et espère. Racines aux pieds, les pieds dans la terre. Un arbre debout face à l'univers. Racines aux pieds, entre ciel et terre. Un arbre de vie attend et espère. Racines aux pieds, les pieds dans la terre. Un arbre debout face à l'univers. Racines aux pieds, entre ciel et terre. Un arbre de vie attend et espère.
Et l'on vient donc d'écouter Dominique Dimé, pour ceux qui ne connaissaient pas, avec Chanson pour un arbre. Eh bien, Laura, je te propose pourquoi pas de lire un des beaux poèmes que tu as prévu pour nous, toujours sur le thème de l'arbre, et je crois que celui-ci est d'Émile Verhaeren. Nous t'écoutons. Tout seul, que le berce l'été, que l'agite l'hiver, que son tronc soit givré ou son branchage vert, toujours au long des jours de tendresse ou de haine, il impose sa vie énorme et souveraine aux plaines. Il voit les mêmes champs depuis 100 et 100 ans, et les mêmes labours et les mêmes semailles. Les yeux aujourd'hui morts, les yeux des aïeuls et des aïeux, ont regardé maille après maille se nouer son écorce et ses rudes rameaux. Il présidait tranquille et fort à leurs travaux. Son pied velu leur ménageait un lit de mousse. Il abritait leur sieste à l'heure de midi, et son ombre fut douce à ceux de leurs enfants qui s'aimèrent jadis, dès le matin dans les villages, d'après qu'ils chantent ou pleurent, on augure du temps. Il est dans le secret des violents nuages et du soleil qui boude aux horizons latents. Il est tout le passé debout sur les champs tristes, mais quels que soient les souvenirs qui dans son bois persistent, dès que janvier vient de finir et que la sève en son vieux tronc s'épanche, avec tous ses bourgeons, avec toutes ses branches, lèvres folles et bras tordus, il jette un cri immensément tendu vers l'avenir. Alors, avec des raies de pluie et de lumière, il frôle les bourgeons de ses feuilles premières, il contracte ses nœuds, il lisse ses rameaux, il assaille le ciel d'un front toujours plus haut, il projette si loin ses poreuses racines qu'il épuise la mare et les terres voisines, et que parfois il s'arrête comme étonné de son travail muet, profond et acharné. Mais pour s'épanouir et régner dans sa force, ô les luttes qu'il lui fallut subir l'hiver, glaive du vent à travers son écorce, cri d'ouragan, rage de l'air, givre pareil à quelque âpre limaille, toute la haine et toute la bataille. Et les grêles de l'Est et les neiges du Nord, et le gel morne et blanc dont l'Adam mord, jusqu'à l'aubier, l'ample les chevaux des fibres, tout lui fut mal qui tord, douleur qui vibre, sans que jamais pourtant, un seul instant, se ralentit son énergie, à fermement vouloir que sa vie élargie fût plus belle à chaque printemps. En octobre, quand l'or triomphe en son feuillage, mais pas large encore, quoique lourd et lassé, souvent ont dirigé leur long pèlerinage vers cet arbre d'automne et de vent traversé. Comme un géant brasier de feuilles et de flammes, il se dressait superbement sous le ciel bleu. Il semblait habité par 1 million d'âmes, qui doucement chantaient en son branchage creux. J'allais vers lui, les yeux emplis par la lumière. Je le touchais avec mes doigts, avec mes mains. Je le sentais bouger jusqu'au fond de la terre, d'après un mouvement énorme et surhumain, et j'appuyais sur lui ma poitrine brutale, avec un tel amour, une telle ferveur, que son rythme profond et sa force totale passaient en moi et pénétraient jusqu'à mon cœur. Alors j'étais mêlée à sa belle vie ample, je me sentais puissant, comme un de ses rameaux. Il se plantait dans la splendeur, comme un exemple. J'aimais plus ardemment le sol, les bois, les eaux, la plaine immense et nue où les nuages passent. J'étais armée de fermeté contre le sort. Mes bras auraient voulu tenir en eux l'espace. Mes muscles et mes nerfs rendaient léger mon corps. Et je criais, la force est sainte,
Il faut que l'homme imprime son empreinte, tranquillement sur ses dessins hardis. Elle est celle qui tient les clés des paradis, et dont le large poing en fait tourner les portes. Et je baisais le tronc noueux éperdument, et quand le soir se détachait du firmament, je me perdais dans la campagne morte, marchant droit devant moi, vers n'importe où, avec des cris jaillis du fond de mon cœur fou. Je vous ai lu L'arbre d'Émile Verhaeren, de son nom complet Émile Adolphe Gustave Verhaeren. Il est né à Saint-Amand, dans la province d'Anvers en Belgique, le 21 mai 1855, et il est mort à Rouen, et oui, à Rouen, le 27 novembre 1916. Au-delà du fait que le poème est absolument splendide, je pensais que c'était important de vous présenter un poète qui est mort à Rouen. Alors, c'est un poète belge flamand, d'expression française, et son courant, comme nous pouvons l'entendre dans ce poème, est le symbolisme. Et oui, que de symboles dans ce poème. En tout cas, merci Laura pour celui-ci. Je crois que tu vas revenir avec un autre. Mais en attendant, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'appeler que l'on connaît, pour pouvoir délivrer également un poème. Une petite surprise pour toi, Laura. Je propose qu'on l'écoute maintenant. Bonjour Franca, justement, qui est avec nous sur Radio La Sentinelle et qui avait envie de faire un petit poème, il me semble. N'est-ce pas, Franca ? Bonjour Camille, bonjour à tous, bonjour à notre poétesse Laura Rusinska. Je ne l'ai pas écrit moi-même, mais j'ai souhaité le lire. C'est à partir du recueil des poésies de Laura, à partir de son recueil Le Voyageur de la Voie lactée, et j'aimerais vous le proposer. Voilà. Ok, donc on t'écoute lire ce poème tiré donc d'un des recueils de Laura Rutzinska. Voilà, donc le titre c'est Le cœur des arbres, puisque c'est le thème aujourd'hui, donc le cœur des arbres. S'il est un endroit où je voudrais me retrouver, c'est dans cet endroit illuminé où mon cœur entend le chant des arbres. Il me parle et m'invite à prendre garde. Ne t'éloigne pas de ton chemin. Ne prends pas celui d'un autre. Prends le tien. C'est la seule manière que tu as de retrouver les étoiles de l'univers. Alors, continue ta marche. Persévère dans ta démarche. Et lorsque tu prendras le chemin de ta destinée, sache que les étoiles s'harmoniseront pour que tu puisses y arriver. Voilà, c'est très beau, hein, Camille ? Bah oui, c'est très très beau. Merci Franquin d'avoir choisi ce poème. Donc, et merci à Laura Diska de l'avoir écrit aussi. Tout le mérite vient d'elle, hein. Oui, forcément. J'aurais pu l'écrire, moi. Hein? Mais non, je ne m'appelle pas Laura Rusinska. En tout cas, je vois que ça te tenait à cœur de lire un de ses poèmes. Je crois que tu lui avais proposé d'en lire un dans une des premières émissions. Et donc, oui, c'est fait. C'est fait. Et puis, qui sait, à d'autres moments aussi, je crois qu'elle va être contente. Merci Franca, et puis je souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. C'était vraiment un magnifique poème. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite ? Camille, je te propose de lire un poème. Alors, c'est vrai que c'est pas le poème que j'avais prévu de vous lire à la base, parce que je l'ai lu en début d'heure, finalement. J'ai reçu un poème il y a de cela un mois pour l'émission sur le printemps, et je trouvais que ça s'accordait parfaitement, surtout avec le thème de l'arbre, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, ce poème qui nous a été proposé par Dominique, en fait, est un poème qu'il a lu pour le mariage de sa fille et qui fait donc le parallèle entre l'amour et l'arbre. Donc, je vous invite à écouter ce poème qui est à la base d'Éric Mathieu. L'amour est comme un arbre. L'amour est comme un arbre. Il a besoin de racines fortes pour croître et prospérer. Pas une simple passion qui s'essouffle très vite, mais un désir profond de vouloir partager, et les joies et les peines, car l'amour se mérite.
L'amour est comme un arbre. Il faut un tronc solide pour traverser le temps, résister aux orages, aux tempêtes de la vie, sans devoir se briser au moindre souci présent, ou dès que viennent les rides quand jeunesse s'enfuit. L'amour est comme un arbre. Quand il est bien nourri, il donne de beaux fruits. Ces doux fruits de l'amour que sont tous les enfants, qui font battre le cœur des parents jour et nuit, et qui font d'un foyer un univers vivant. L'amour est comme un arbre. Alors ne laissez pas les bûcherons l'attaquer, qu'ils se nomment jalousie ou encore faux amis, eux qui feront tout pour vous faire chuter, car l'amour véritable déchaîne les envies. Je rappelle que ce poème était donc d'Éric Mathieu, proposé par Dominique, qu'il avait donc lu pour le mariage de sa fille, qui est un très très beau poème. Et il voulait partager avec nous juste un verset d'un psaume de la Bible, le psaume 1, verset 3, qui dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Voilà, donc c'était le poème que tu m'as demandé de lire, et qui nous a été gentiment proposé, et qui est véritablement superbe. Alors Laura, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite du programme avant l'interview spéciale ? Je te propose, Camille, de lire un deuxième poème. Un jour, je me promenais au fond de la grande forêt. J'ai rencontré un vieux sapin qui avait un très gros chagrin. Il avait l'air si malheureux. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Je suis allée le consoler, et c'est alors qu'il m'a parlé. Tu sais, petit, j'aimais la vie, mais aujourd'hui tout est fini. Le monde a perdu la raison. La pluie est devenue poison. Va voir les hommes dans leur usine. Dis-leur d'arrêter les machines. Dis-leur qu'il reste un peu d'espoir. Dis-leur avant qu'il soit trop tard. Et maintenant, faut qu'on se quitte. Allez, va vite, petit, va vite. Alors j'ai couru comme un fou, et j'ai crié « Arrêtez tout! Arrêtez tout! Vous êtes en train de tout détruire. Demain, c'est la forêt qui va mourir. » Mais ils ne m'ont pas écouté. Alors je me suis mis à pleurer. Je n'irai plus dans la forêt. Je n'irai plus, non plus jamais. Tout est fini. Car ce matin, j'ai vu tomber mon vieux sapin. Alors là, je vous ai lu un poème intitulé « L'arbre et l'enfant » qui a été écrit par Jean-Luc Coudray, qui est toujours vivant, et qui est né en 1960 à Talence. Alors c'est un artiste, écrivain, poète, auteur de bandes dessinées et de strips français. Alors nous pouvons lire dans ce poème tout le talent de cet artiste-poète, un talent exceptionnel, totalement en phase avec notre époque, et qui va parfaitement introduire notre interview avec Alain Canet, qui est notre invité dans cette émission d'aujourd'hui. Et je vous propose de méditer sur ce poème avec notre interlude musicale.
Vous avez écouté Journey Reflection de Darren Curtis. Un bon moment de méditation, deuxième moment de méditation avec cette interlude musicale dans notre émission. Donc Darren Curtis est également connu sous le pseudonyme de Desperate Measuist. C'est un compositeur américain, freelance, originaire du Maryland. C'est un morceau qui nous plonge instantanément dans un univers héroïque, fantastique. Et c'est vrai que l'orchestration est absolument sublime. Nous avons l'impression d'être dans un film, d'un film avec des super-héros. Nous sommes ces super-héros. Nous avons l'impression de pouvoir être des vrais héros. Et donc, je vous propose d'être les héros de la nature. Les héros de la nature, ceux qui l'aiment et qui la préservent. Et nous allons avoir le plaisir et l'honneur de mener une interview avec le soigneur de la Terre, Alain Canet. Donc Camille va mener cette interview d'exception avec Alain Canet. Ça m'a l'air de bien fonctionner. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis bien avec monsieur Alain Canet ? Oui, absolument. Très bien. Donc vous êtes bien sur Radio La Sentinelle. Je pense que peut-être beaucoup d'auditeurs ne vous connaissent pas forcément et aimeraient bien vous connaître. Alors je pense que pour introduire tranquillement l'interview, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous parler de votre parcours ? Oui, si vous voulez, avec plaisir. Donc je suis agroforestier. Mon parcours, c'est d'être né sous les arbres dans une ferme en permaculture et en agroforesterie, d'avoir fait quelques études autour de la mécanique et puis après je me suis réorienté vers l'arbre, l'aménagement, le paysage et l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est l'idée de faire avec l'arbre en agriculture à toutes les échelles, en maraîchage, en élevage, en grande culture et en viticulture, de mettre des arbres juste là où il faut, comme il faut. Ce sont donc les arbres hors la forêt. Donc mon parcours, ça fait bientôt 30 ans dans Arbres et Paysages 32, à accompagner les agriculteurs, les techniciens pour remettre les arbres à leur juste place pour les questions d'eau, de sol, de biodiversité, de climat aussi, et de productivité en agroécologie, en agriculture. D'accord. Voilà. Alors j'aime beaucoup parce que derrière il y a un petit fond sonore avec des oiseaux qui chantent. J'imagine que oui, vous êtes en pleine forêt. Dans le jardin. Je suis confiné dans mon jardin. Je l'ai fait exprès. En tout cas, je suis bien dans le jardin. En tout cas, c'est très bien. Il y a le petit fond sonore qui va très bien avec l'interview. C'est ça, ouais. Alors vous m'avez parlé de métier agronome, agroforestier. Il y a une différence entre les deux, vraiment particulière ? Alors l'agroforestier est vraiment celui qui va travailler la question de l'arbre champêtre, donc toutes les formations d'arbres qui ne sont pas dans la forêt. C'est vraiment un métier particulier et complémentaire. On a besoin des arbres de la forêt, on a besoin autant d'arbres hors la forêt. Et agronome, c'est d'avoir des pratiques agricoles fines sur des itinéraires techniques pour accompagner les agriculteurs que nous suivons. Donc ce sont deux cases complémentaires. On met des arbres, on n'est pas juste des planteurs d'arbres, on met des arbres au service des productions agricoles. C'est une très bonne chose. Alors, vous dites vouloir être soigneur de la terre. Je reprends un peu les termes de votre site internet, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'est très beau. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Pourquoi vouloir être soigneur de la terre, si je puis dire ? Parce que soigner la terre, c'est soigner la nature et c'est soigner la nature humaine, etc. Le sol, c'est un grand absent de beaucoup de choses, beaucoup de domaines. On l'a vu comme un support inerte. On sait aujourd'hui que c'est bourré de vie, qu'il y a des milliards de microbes, de bactéries, de champignons, qu'il y a une faune du sol, les vers de terre, qu'en sont les porte-drapeaux. Donc soigneur de la terre parce que le sol déteste être nu. Le sol déteste être travaillé, il déteste être pulvérisé de fongicides, par exemple, etc., etc. Et malgré tout, la plupart des pratiques en œuvre aujourd'hui dans le monde sont basées sur du labour, sur du sol nu et sur un manque d'arbres. Donc soigner la terre, c'est soigner l'humanité. Et par cette période de virus, je pense qu'on est au cœur du sujet. Soigner la terre, c'est produire une nourriture riche, nutritive, saine, etc. C'est un sol vivant qui donne une plante vivante. Donc, dans beaucoup de modèles d'agriculture, on a des sols qui sont en train de mourir parce qu'ils ont été massacrés, usés, etc., etc., à toutes les échelles, dans toutes les formes d'agriculture, parce qu'ils manquent de vie. Et la vie, c'est des plantes. On parle de carbone sur un côté un peu technique. Il manque de carbone.
il manque de cet épiderme, de la plante permanente, et du coup, le modèle de la forêt est notre modèle absolu. Hein, l'idée de la permaculture, hein, pour les petites échelles, c'est la culture permanente. Plusieurs étages, plusieurs associations, des fraises, des poireaux à côté, des groseilles, des cassis, des pommes, des pêches, et puis encore au-dessus, l'arbre pour faire du bois d'œuvre qui s'appelle le frêne, qui s'appelle l'érable, qui s'appelle, je sais pas, peu importe, le charme, pourquoi pas. Hein, donc l'idée de soigner la terre, c'est de la nourrir, et on parle de ration du sol. Le sol, il a besoin de nourriture fraîche, il a besoin de plantes qui poussent sur sa surface. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas vu arriver il y a encore une vingtaine d'années. Donc notre message, qui est un message extrêmement fort, quelque agriculture que l'on pratique, il faut que les sols soient toujours couverts et qu'il y ait des arbres autour des champs. On ne peut plus faire d'agriculture sans les arbres. Si on parle d'eau, si on parle d'air, si on parle d'érosion, de fertilité, de climat, hein, parce qu'on parle beaucoup de climat, mais ce qui vous intéresse, c'est de produire des microclimats. Donc notre métier, c'est bien de disperser, de diluer les arbres dans le territoire pour les effets que je crois on connaît bien. On peut prendre un exemple assez caractéristique qui est celui de l'érosion. Derrière l'érosion, il y a l'inondation, avec tous les problèmes, tous les coûts, toutes les pollutions des masses d'eau, tous les dégâts, et parfois il peut y avoir des victimes. Hein, donc voilà, nous sommes en prévention pour une agriculture qui va protéger et produire en même temps. Voilà un petit peu le message de fond. D'accord. Alors, j'ai vu que vous avez coécrit un ouvrage intitulé « Le génie de l'arbre ». Pourquoi ce titre et quel est le message fort que vous voulez véhiculer justement dans ce livre-là ? Alors, le message fort, c'est un plaidoyer pour l'agroforesterie. Ce livre, effectivement, est écrit par mon bras droit qui s'appelle Bruno Sirvin, et nos 30 ans d'histoire, 30 ans de recul et de recherche en agroforesterie, mais aussi l'histoire des autres, des savoirs ancestraux, des techniques modernes, de la recherche. Ce livre, c'est vraiment un plaidoyer pour le retour de l'arbre dans et autour des champs. C'est pourquoi fondamentalement il vaut mieux faire avec les arbres, ça va bien se passer. Génie parce que c'est une plante géniale. Un arbre, ça fait tout avec rien. Hein. Une plante avec un gland qui fait 3 grammes, avec un gland, vous faites du bois, vous faites de la biodiversité, vous faites de la biomasse, de l'eau nouvelle qui n'a jamais coulé sur Terre, des microclimats, des poutres. Enfin, vous pouvez imaginer du plaisir parce que on est un petit peu des sociétés arboricoles. Et on a besoin des arbres fondamentalement. Ils nous aident, ils nous structurent, ils nous aident à vivre. Au-delà de l'oxygène qu'ils produisent, de l'ionisation de l'air qui nous met de bonne humeur. Vous savez peut-être, mais quand on travaille dans un bâtiment en bois, on est mieux. C'est vrai qu'on est bien. Les enfants dans les cours d'école avec les arbres, il y a beaucoup de choses comme ça. On a aussi dirigé un livre avec Ernst Schurker, les arbres entre visibles et invisibles, et puis d'autres arbres. Notre métier, c'est de faire du conseil, de l'appui technique pour planter le bon arbre au bon endroit dans les bonnes conditions, mais c'est bien évidemment un pan entier de recherche, de pédagogie, de formation, et puis on a une collection chez Actes Sud pour les nommer, pour donner à savoir le peu que l'on sait des arbres, parce que c'est un très très vaste domaine. On sera d'ailleurs demain en direct avec Francis Allais sur nos conférences du quotidien sur YouTube, avec le célébrissime Francis Allais. On a un petit peu oublié, lui était botaniste, hein, et botaniste et biologiste, on a un petit peu oublié cette connaissance de l'arbre. Donc voilà, le génie de l'arbre en particulier redonne à lire et à comprendre. On estime, et c'est pour ça qu'on est heureux d'être avec vous aujourd'hui, on estime que c'est un sujet de société. Si on mange des produits de l'agroforesterie, on sauve la planète. C'est presque aussi simple que ça. Donc ça nous donne aussi un message assez optimiste. Ouais, optimiste et pertinent, et comme vous le disiez, l'arbre a beaucoup de choses à nous apprendre, et ça j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre, Le génie de l'arbre. Je pense qu'il se trouve dans toute bonne librairie. Absolument. Pas de souci. C'est super. Alors, c'est vrai que nous sommes ici dans le cadre de l'émission Mon Poème. C'est vrai qu'on a vu la poésie de l'arbre, son lien avec sa mère, la terre, comment naissent les arbres, les forêts. J'aimerais bien savoir un peu le processus, comment ça fonctionne un petit peu, si vous pouvez nous en parler rapidement. Le processus de fonctionnement d'une forêt ? Ouais. Ouais. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien, ça fonctionne tout seul. Moi, je suis toujours très admiratif de voir que nous, le génome d'une plante, de la moindre plante, est bien supérieur au nôtre. D'ailleurs,
mais je suis toujours admiratif de voir un arbre, ça bouge pas, ça sait pas s'arrêter de pousser, et comme on le disait, ça fait tout avec rien. Ouais. Et chaque jour qui passe, c'est un émerveillement nouveau quelque part, de voir comment les écosystèmes s'organisent, coopèrent, comment l'arbre va être capable d'aller chercher des éléments nutritifs dont il a besoin, qui ne sont pas disponibles dans sa zone de prospection avec les champignons. Hein, c'est des colonies de microbes, de champignons et de vie. Et tout ça, c'est l'idée aussi de l'entité de recyclage permanente. C'est-à-dire que du bois de cœur, un arbre, c'est composé à 99,8% de prélèvements atmosphériques. C'est-à-dire qu'il remet ses fruits, il donne ses fruits aux oiseaux, aux animaux et à nous. Il donne du bois. Il remet ses feuilles, ses fines branches, ses bourgeons, l'écorce au sol, ses racines, parce qu'on parle d'exudat racinaire, mais on parle aussi de racines-feuilles, de racines qui ont une durée de vie très très courte. Donc nous sommes de modestes consommateurs. L'arbre, il est vraiment producteur et il coopère en symbiose. Il va nourrir, pour faire simple, il va nourrir ses champignons. Il va nourrir, on parle de mycorhizes pour être un petit peu technique, mais ça n'est pas tant que ça. Il va donner 20% de son énergie aux champignons qui vont multiplier par 10, par 100 et parfois par 10 000 ses capacités d'explorer le sous-sol, donc pour les éléments nutritifs, mais aussi pour l'eau et le carbone et les informations. Et ça, c'est quand même juste formidable, juste merveilleux. Et je pense que nos systèmes de société sont beaucoup sur du génie civil, du génie informatique, du génie chimique, etc. Et là, du coup, on parle du règne végétal et pour revenir au livre de Bruno Sirvin, pour lequel j'ai été évidemment partie prenante, le génie de l'arbre, voilà, c'est le génie végétal en action. Et il a beaucoup, beaucoup à nous dire. Et ça, c'est pas juste que de la contemplation, mais c'est important ce sens de l'observation, de la compréhension, parce que dans ces systèmes déréglés sur l'eau, le sol, le climat, la biodiversité, parce que c'est un peu notre quotidien aujourd'hui, c'est un petit peu notre quotidien, il faut sauver la forêt, mais il faut aussi sauver leur forêt. Les deux sont parfaitement compatibles et complémentaires, on peut les nommer. Le bocage, c'est de l'agroforesterie, les haies, les ripisylves, que sont les formations de bords de cours d'eau, tous ces arbres qui participent à notre vie, de l'hypercentre urbain, en passant par les zones dites commerciales, artisanales, le centre-bourg, et puis la pleine campagne. Aujourd'hui, il faut qu'on crée des microclimats. On n'a peut-être pas bien vu que ne pas se laisser le climat s'emballer, c'était créer des microclimats, et créer des microclimats par des arbres parfaitement dispersés. Et dès que l'arbre est là, vous parliez de poésie, c'est l'enchantement. On parle des oiseaux là qui sont tout autour de moi, mais c'est les papillons, c'est les pollinisateurs, c'est tout le cortège des chaînes alimentaires qui se remettent en place dès que les arbres sont posés. Et une phrase poétique que j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle est vraiment poétique, mais c'est l'idée de la ronce berceau du chêne. Ça aussi, en termes de connaissance et d'acculturation, d'accepter que la ronce prépare le sol, la ronce plante pionnière prépare le sol en profondeur, l'enrichisse de son humus, de ses feuilles, le protège avec ses épines de ses épines du chevreuil qui sinon va le manger, et lui permet de germer dans une ombre filtrée de par la présence de son cortège de feuilles. Et c'est une formule qui est un petit peu poétique peut-être, ça c'est à chacun d'en juger, mais qui est parfaitement technique et concrète. Et laisser pousser les arbres, les planter, les laisser pousser. On est en train de travailler en ce moment à des actions pour les élus. On travaille beaucoup pour les agriculteurs, les techniciens. Là, en ce moment, spécifique pour les élus, parce que beaucoup d'élus qui sont nouvellement installés, même si l'installation n'est pas totalement réelle due au confinement, se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité? Mais laisser pousser, on a trouvé dans des pelouses autour d'Auch, on a trouvé des orchidées rares, parce qu'on n'a pas tondu depuis un mois, des pelouses riches de fleurs, riches de plantes, bourrées d'abeilles sauvages et domestiques, peu importe. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais arrêtons les tondeuses, observons, laissons pousser. On parle de, mon collègue Bruno Sirvin, du coup, parle de réarbrement des territoires. Nous devons aujourd'hui réarbrer les territoires et pourquoi c'est un sujet d'intérêt général et de société? Parce qu'encore une fois, si on arrive à consommer une assiette de l'agroécologie, qui plus est de l'agroforesterie, on produit toute cette biodiversité dont on a besoin. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a souvent des discours qui sonnent entre guillemets faux ou qui
désinforme peut-être la population, parce qu'on oppose nature, donc là je pense aux arbres, avec la production. Alors bien sûr, nous pouvons parler ici par exemple de la production biologique saine. Quelle est votre position à ce sujet en fait ? Ma position est de dire que aujourd'hui, il n'y a pas une seule charte, il n'y a pas un seul label dans aucune forme d'agriculture qui prend en compte le sol et la fertilité du sol. Et ça, c'est un vrai problème et c'est aussi pour ça qu'on parle d'agroécologie et que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture dite conventionnelle, il faut mettre l'agroécologie dans la boucle parce que cette agroécologie, elle protège le sol, elle le nourrit, etc., etc. Donc on a cette obligation de résultat de faire progresser tout le monde, de fédérer, d'étayer. Parce que ce que je veux dire, et j'aimerais l'entendre plus souvent, c'est que souvent on dit mais il faut produire ou protéger. Non, ces pratiques agroécologiques sur des bases agronomiques, la couverture végétale des sols et l'agroforesterie pour les nommer, permettent de protéger, de produire et de prévenir en même temps. Et c'est un geste nouveau qu'on a un peu de mal à accepter parce que il y a des oppositions perpétuelles entre, citons-les, les productivistes et les écolos. Sauf que les deux ont tort. Les écolos purs et durs qui disent qu'il faut pas beaucoup produire, qu'il faut respecter le sol, qu'il faut pas ça n'a pas de sens. Le sol, plus il produit, mieux il se porte. Vous voyez, on tombe dans des trucs. Oui, je comprends. Avec tout ça, avec des mesures et une caractérisation et des indicateurs de résultats, cette agroforesterie est très productive puisqu'elle permet d'avoir des patates, du cassis et des poires. Donc on fait 3 productions au lieu d'une, sans empiéter sur la productivité et la quantité de patates produites. C'est pareil pour les moutons, c'est pareil pour le reste. Donc ce que je veux dire, c'est que l'environnement en agriculture, c'est la solution. Oui, Et beaucoup, dans les deux camps, moi je suis ni pour les environnementalistes écolos, ni pour les productivistes, c'est pas le sujet, c'est que les deux ont rarement la copie qui est bien étayée. L'environnement est la solution en agriculture, et la biodiversité, c'est le moteur de la productivité. La biodiversité, nous on fait pas de la biodiversité pour faire de la biodiversité, mais un sol vivant bourré de vie et de vers de terre, la biodiversité, ça commence là. J'entendais en début de confinement quelqu'un qui disait je vais vite voir ce qu'on peut faire pour la biodiversité dans je sais pas quel pays à l'autre bout du monde, mais déjà balayons devant notre porte et remettons de la biodiversité dans les sols. Les haies en sont riches. L'agriculteur du bocage qui produit aujourd'hui du lait ou de la viande, on l'insulte parce qu'il fait de l'élevage et qu'il ne faut pas manger de viande. Mais de quelle viande parle-t-on ? Il y a une viande qui est cancérigène, il y en a une autre qui est extrêmement bonne pour les écosystèmes et pour la santé. On dit la viande, mais ça n'a aucun sens. La viande du bocage, elle ne pollue pas, elle stocke beaucoup de carbone, et dans le bocage, il y a une biodiversité incroyable et des paysages qu'on rêve tous d'avoir. Ces paysages toujours verts, variés, avec les arbres têtards. C'est l'année des trognes, cher à Dominique Mention, les arbres têtards, etc., etc., etc. Donc, l'idée de notre métier, c'est bien de caractériser les pratiques agricoles, dire celle-là, elle dégrade le sol. La dégradation du sol, il suffit de regarder les estuaires, les fleuves et les cours d'eau, les fossés à chaque orage. Il y en a encore eu pas mal ces derniers temps. À chaque orage, le patrimoine, le capital sol s'en va. Donc, n'opposons pas l'environnement, c'est la solution en agriculture. La biodiversité, c'est le moteur de la production. Donc, il y a probablement de la culturation à faire. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'être présents les uns les autres, de la mise en dialogue, de la mise en débat, et surtout ce que je voudrais, c'est presque un scoop que je vous livre, mais je veux dire, c'est pas punitif que de manger. Il y aura à manger pour tout le monde dans ces pratiques agroécologiques où on emboîte les étages, on remet les plantes, on revient à la forêt, on revient à la magie de la forêt, où tout le monde coopère avec tout le monde et ça discute. Et il y a plus d'opposition. Ouais. Une haie mal entretenue avec un mauvais travail du sol, la haie va être en concurrence, l'arbre va être en concurrence. Notre métier d'agroforestier, c'est bien de mettre, quand il n'y est pas l'arbre, de le tailler, de le réguler en fonction de la production. On travaille beaucoup en viticulture, par exemple, en maraîchage aussi. Vous comprenez bien que qui que ce soit qui produit du vin, il ne faut pas impacter le rendement, la qualité et la maturité de la grappe. Et l'arbre, il va être souvent trogné, souvent en tétard, etc. C'est la question du dosage de la lumière. On va doser la lumière pour que les plantes ne grillent pas, mais qu'elles profitent malgré tout. Et ce métier d'agroforestier, c'est ça, c'est de doser en permanence les quantités de lumière pour que cette lumière ne touche pas le sol, parce qu'à chaque fois qu'elle touche le sol, elle l'abîme. C'est comme, je ne voudrais pas faire des comparaisons, mais c'est un peu comme un coup de cutter, pour nous dans le bras. Quand on met un outil dans le sol et qu'on le laisse nu plus de 10 jours par an,
toute sa biologie, tous ses champignons sont tout ou partie d'ailleurs détruits. Donc il faut qu'ils recommencent. Et on a une formule un peu simple qui dit sol nu, sol foutu. Ah oui. Et c'est en termes sol couvert, sol prospère, en termes d'acculturation, il faut que chacun d'entre nous, puisque jusqu'à preuve du contraire, on est quand même presque tous consommateurs. Je crois pas qu'on soit très nombreux à jeûner en permanence, mais je crois pas en tout cas, même si ça a beaucoup de vertus le jeûne en l'occurrence. C'est sûr. D'ailleurs, il y a pas une religion qui y a échappé et ça veut sûrement dire quelque chose. Ouais. Mais c'est pas tout à fait notre sujet. En tout cas, aujourd'hui, on peut manger de la viande, même s'il faut réduire un petit peu les doses probablement, mais il est tout un tas de productions qui sont absolument vertueuses. En tout cas, il est important de donner cette lecture, pas du refus, parce qu'il y a eu un abus, parce qu'il y a eu un défaut. Et on y travaille à régler les problèmes et de faire converger toutes ces agricultures. Ce qui m'intéresse en tant qu'agroforestier, c'est de faire converger les agricultures, faire converger le citoyen, ce qui s'appelle le grand public, qui est très intéressé. Je veux dire, quand on dit à quelqu'un, et on a fait beaucoup de sondages comme ça, très grand public, même si ça veut rien dire, finalement, on a beaucoup d'audience, parce qu'on dit, on peut faire un produit, quel qu'il soit, d'une pomme de terre en passant par un œuf, jusqu'à un pain, en revenant à la côte de bœuf, qui préserve les écosystèmes et qui produit de la biodiversité et qui stocke du carbone. On a une audience, oui, on a une grande audience, mais ça existe ça, des produits alimentaires qui produisent de la biodiversité. Les gens disent, ils vous posent deux fois, oui, regardez cette photo de bocal, là vous avez de la chouette chevêche, là vous avez du pic-prune, là vous avez une colonie d'abeilles sauvages qui nichent au sol, enfin peu importe. Ah bon? Eh bien oui. Mais oui, les pratiques agricoles, le paysan peut être un super amplificateur de la biodiversité. À nous de finir de le mettre en œuvre et de le mettre en scène et de vraiment ne pas dire tiens, on protège la moitié du territoire et sur l'autre moitié on produit. En plus ça fonctionne pas. Donc, tout à fait. Voilà, on est dans un message qui ne sera pas punitif, qui reste à étayer, à structurer, mais qui ne sera pas punitif. C'est important. C'est intéressant, même si on n'en a pas l'habitude. Tout à fait, c'est très important. En tout cas, merci des quelques conseils que vous nous avez donnés, même pour nous citoyens qui ne sont pas forcément experts dans la préservation de la planète. C'est important de savoir tout cela. Pour terminer, est-ce que vous avez des canaux Internet qui peuvent bien informer sur la préservation de la nature? Vous aussi, vous avez un site Internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça rapidement? Bien sûr. Oui. Alors, nous, là, tout de suite, on s'appelle Arbre et Paysage 32. Les deux sont au singulier. Le site, c'est ap32.fr. Mais si vous tapez Arbre et Paysage 32 dans un moteur de recherche qui va bien, ça va très bien se passer. On a un dispositif particulier puisque tout ça repose sur l'enseignement, sur la pédagogie et sur la formation. Alors c'est un petit peu technique, c'est pour les initiés, mais je vous invite, on vient de faire des formations pour les élus, on a fait des formations sur les bases de l'agroforesterie, des conférences. C'est la chaîne YouTube de Vers de Terre Production, ça ne s'invente pas. Vers de Terre Production est notre antenne de diffusion des savoirs. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques incroyables, caractérisées, donc elles sont mises en... Alors c'est parfois des cours, parfois des formations, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil pour les initiés. On a une démarche qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Donc c'est agricultureduvivant.org, où on montre bien qu'il faut aujourd'hui caractériser ces produits de l'agroécologie. On a aussi agroforesterie.fr qui reprécise un petit peu le champ d'action du pourquoi, du comment, de la réglementation, de la technique autour de l'agroforesterie. Voilà, avec ça, vous avez une vision à peu près globale. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain Canet d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Et merci donc de nous avoir fait part de vos connaissances, de vos recherches, de ce que vous savez. Et nous vous souhaitons donc une très bonne semaine. Et puis, continuons de respecter l'arbre, la planète et tout ce qui est autour. Faisons avec l'arbre et pas contre, et ça ira très bien. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème. Nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. Donc le prochain, ce sera le mercredi 27 mai à 17h sur le thème de l'éveil de l'âme.
l'éveil de l'âme et nous serons très heureux de nous retrouver dans les studios après le déconfinement. Donc le mercredi 27 mai à 17h. Et en attendant, nous vous souhaitons de très belles semaines. Bonne semaine à tous.